Donc sans plus attendre, nous allons donc commencer avec notre première présentation. Elle sera donnée donc par Berthier Gouin-Ferland, doctorant en génie électrique à Sherbrooke, qui travaille donc sur les technologies bio-inspirées. Ainsi, il va nous présenter donc des travaux sur un organe relativement important, notre cerveau. Avec sa présentation, gardez la tête froide. Bonsoir. Je vais attendre ma présentation, ça va aller mieux. Oui, gardez la tête froide, parce que ce soir, je vais vous parler de bits, mais je vais vous parler aussi des plus grandes expériences scientifiques qui se déroulent en ce moment. Donc, vous voyez, il paraît que les physiciens feraient les pires biologistes, parce qu'ils ont tendance, quand ils veulent comprendre quelque chose, à les accélérer près de la vitesse de la lumière, puis les fesser ensemble pour mieux les comprendre, les faire exploser. Bref, imaginez ces mêmes personnes-là, maintenant, voulaient comprendre le narval. À quel point ça serait dégueulasse, puis à quel point ça serait triste de voir ces belles bêtes magnifiques exploser. Bref, parlons bits. Je parle de bits, mais je parle aussi de gigabits. Donc, quand je dis giga, vous dites bit. Giga! 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 Yes. Je parle bien sûr de bits informatiques, donc les 0 et les 1 dans vos systèmes informatiques qui permettent de convoyer, de transférer et de traiter l'information. Le problème avec les grandes expériences scientifiques en ce moment, c'est qu'ils génèrent beaucoup de giga. Merci, vous avez compris. Ils génèrent beaucoup de gigabits. En fait, les grandes expériences scientifiques en ce moment génèrent assez de données, assez d'informations pour remplir tous vos ordinateurs, vos clés USB, vos disques SSD en quelques secondes seulement. Tout le monde ici ce soir, donc on remplit tout ça en quelques secondes. Pas juste ça qui génère des données. Par exemple, il y a aussi les services d'info nuagiques. On pense à Google Photos, on pense à Galerie pour les gens qui ont des iPhones, OneDrive, etc. Et aussi l'intelligence artificielle comme ChatGPT, DALL-E ou juste, si on pense à Google en général. Toutes ces données-là, on doit les transférer, on doit les envoyer sur des super ordinateurs pour les traiter. Merci Audrey. Pour les traiter. Donc, le problème, c'est que ces super ordinateurs-là consomment beaucoup de ressources, beaucoup d'électricité. Et c'est ça le problème. L'ordinateur le plus puissant au monde en ce moment consomme l'équivalent de 8000 maisons canadiennes en électricité. C'est beaucoup de ressources qu'on accorde pour faire des calculs de données. Donc ça, c'est un problème, on le sait. On a de la misère à gérer nos ressources naturelles, nous, humains. Donc, la solution, une solution facile, c'est là que je vous demande de garder la tête froide, ça serait de générer moins de données. On génère moins de données, on utilise des plus petits ordinateurs et on utilise donc moins de ressources. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Qui est-ce ici qui utilise des forfaits téléphones de plus en plus petits, par exemple? Moi, quand j'ai commencé à avoir un téléphone, les forfaits, c'était de 250 MB de données. J'ai vu dernièrement, on est rendu à 100 GB de données. Ça n'a presque aucun bon sens. Qui est-ce qui utilise de moins en moins de Google Drive? Moi, Google me harcèle récemment pour que je paye pour avoir plus de données. Donc, réduire notre consommation de données, en théorie, c'est facile. En pratique, on est loin de ça. Même chose avec ChatGPT. Ça a été le site web qui a connu la plus grande croissance jamais vue sur Internet. Et on continue à l'utiliser sans cesse de plus en plus et ça continue à générer de plus en plus de données. Une autre solution serait d'utiliser des services informatiques, des ordinateurs qui consomment moins de ressources. Et là aussi, je vous dis de garder la tête froide, puisque vous avez ça entre vos deux oreilles, un ordinateur qui consomme peu de ressources. Il s'agit de votre cerveau. Donc, votre cerveau, en termes de calcul, est capable de faire autant de calculs que l'ordinateur le plus puissant au monde. Pourtant, il consomme seulement le tiers d'une ampoule électrique, c'est-à-dire 20 watts. On est très loin des 8000 maisons en électricité. Donc, ça serait une façon d'avoir des ordinateurs, donc de continuer à générer des données, parce que tous nos systèmes en ce moment sont basés sur ça, mais en utilisant moins de ressources. Je parlais un petit peu d'intelligence artificielle, ChatGPT, DALL-E ou juste Google en général. Donc, parlons-en. IA.
Ça me tente d'en parler parce que ça m'agace un petit peu comment c'est décrit dans les médias depuis 1 an environ. Donc, on a tendance à mettre tout ça dans le même bateau. IA, Deep Learning, intelligence artificielle, AI. L'intelligence artificielle, oui, c'est quelque chose, mais ce n'est pas toute la même chose. Il faut être conscient qu'on peut l'imaginer comme un arbre qui contient des branches, donc plusieurs familles d'intelligence artificielle où chaque feuille pourrait représenter un type d'algorithme d'intelligence artificielle. Quand on entend dans les médias parler d'IA, moi, ce que j'entends la plupart du temps, c'est qu'on parle d'apprentissage profond, qu'il s'agit finalement d'un sous-type de réseau de neurones artificiels qui fait partie de la branche de l'apprentissage machine. Donc, c'est comme une sous-catégorie qui est très bonne, qui est très prolifique en ce moment, mais il faut être conscient qu'il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, quand vous utilisez Google Maps pour trouver un chemin du point A au point B, c'est un autre type d'algorithme d'intelligence artificielle. Quand vous jouez à Mario Kart, Nintendo 64, Nintendo 64, ça fait 35 ans environ, c'était de l'intelligence artificielle. On est très loin du réseau de neurones, donc je vous demande d'être attentif. L'intelligence artificielle, il y en existe plein de sortes. Maintenant, parlons de cette image-là, qui m'agace beaucoup aussi, parce que oui, il y a une certaine branche de l'intelligence artificielle qui vise à créer une intelligence humanoïde, qui vise à créer une intelligence près de celle que nous avons comme humains, mais ce n'est pas tout ça. En fait, quand on pense à un réseau de neurones artificiels, on devrait beaucoup plus penser à ça, une ligne rouge et en pointillé. C'est la ligne qui est importante. La couleur puis le pointillé, ce n'est pas important. Parce qu'en fait, un réseau de neurones artificiels, si on lui demande de séparer, par exemple, une photo de forêt d'une photo de plage, ce qu'il va apprendre, à force qu'on lui donne plein de photos, c'est que les photos de forêt contiennent beaucoup de vert, les photos de plage contiennent beaucoup de bleu. Puis, au fur et à mesure qu'on va lui en donner, bien sûr, il peut avoir du vert sur une photo de plage, il peut avoir un palmier, il peut avoir du bleu sur une photo de forêt, il peut avoir des lacs, un ciel, mais l'intelligence artificielle, le réseau de neurones maintenant, parce qu'on ne dit pas intelligence artificielle à tout ce qui est intelligent, le réseau de neurones artificiel, ce qu'il va faire, c'est tracer une ligne, une frontière pour séparer les deux catégories, ce qui va permettre maintenant de séparer, quand il y a du bleu, il s'agit d'une photo de plage, et quand il y a du vert, il s'agit d'une photo de forêt. C'est tout, c'est une ligne. Bref. Mais ça, je vous l'ai dit, ça implique qu'on donne beaucoup de photos, qu'on donne beaucoup de données à ce réseau de neurones artificiels-là. Ce réseau de neurones-là, il est sur un ordinateur, donc il faut transférer ces données-là sur un ordinateur. On ne s'en sort pas. Plus qu'on donne de données, plus qu'on génère de données, plus qu'on utilise de ressources. Là, ça, c'est un problème assez simple. Forêt, plage, Maintenant, si on veut conduire une voiture, si on veut simuler le langage humain, on a besoin d'encore plus de données, encore plus de ressources. De là, le problème que j'ai avec ChatGPT, par exemple. Votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Votre cerveau n'a pas besoin d'une tonne de données pour apprendre. En fait, il le fait naturellement depuis que vous êtes jeune. Vous avez des systèmes, comme votre œil, par exemple, votre système visuel qui vous permet de pré-traiter l'information. Donc, votre œil, en fait, est un type de petit ordinateur qui va traiter l'information, qui va extraire la couleur, qui va extraire l'intensité de ce que vous voyez autour de vous et qui va envoyer uniquement l'information nécessaire à votre cerveau. Donc, le plus petite quantité d'informations possible pour que votre cerveau soit capable de comprendre, de se faire une idée du contexte autour de lui et à ce moment-là, de comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui permet à votre cerveau, en fait, d'utiliser très peu de ressources. Votre cerveau, je l'ai dit, utilise seulement 20 watts d'électricité. C'est le fait qu'il reçoive très peu de données de votre œil. En fait, il reçoit sous forme d'influx nerveux, puis l'influx nerveux contient très peu d'électricité, ce qui permet à votre cerveau d'être très efficace et très éco-énergétique. Et c'est comme ça que j'imagine les ordinateurs du futur. Un ordinateur ou des systèmes où les informations provenant de nos grandes expériences scientifiques seraient transférées sous forme d'influx nerveux ou un équivalent d'influx nerveux à des superordinateurs qui seraient l'équivalent d'un cerveau. Un ordinateur du futur où on transférait vos photos de Google Photos à un équivalent neuronal vers un ordinateur qui utilise très peu de ressources et un ordinateur qui utilise les données de l'intelligence artificielle pour produire très peu de données et donc utiliser très peu de ressources. Mais bon, je vous demande de garder la tête froide parce que, je vous l'ai dit, c'est un défi commun. Oui, vous avez un cerveau entre vos deux oreilles qui consomme très peu de ressources, qui est l'ordinateur le plus puissant au monde et qui utilise très peu d'électricité. Mais si on veut, en tant que
communauté, en tant que société, utiliser peu de ressources pour nos systèmes informatiques à l'échelle globale. Il faut faire attention, il faut réduire notre consommation de données, il faut faire attention à la quantité de données que nous générons communément. Et c'est pour ça que je vous demande de garder la tête froide. Merci. Oui, parfait. Questions sur l'intelligence artificielle en général, sur les ordinateurs? Excusez. Le secret de notre cerveau pour consommer si peu d'énergie, ça serait... Mais en fait, il y a comme des papiers qui sortent là, qui suggèrent finalement que notre cerveau utilise déjà l'intrication quantique pour réussir à utiliser si peu d'énergie. J'aimerais savoir votre commentaire là-dessus. Une intrication quantique, ça, j'en ai pas entendu parler. Ce que je peux savoir, ce que je sais à ce sujet-là sur la consommation énergétique de notre cerveau, c'est que notre cerveau utilise des règles d'apprentissage qui, on le sait, en contexte limité, en général, tout ce qui est biologique a tendance à s'adapter le mieux possible à son environnement. Et il serait passé environ la même chose du cerveau. Donc, j'espère que je suis capable de vous l'expliquer d'une manière biologique évolutive. Donc, le cerveau, dans les contraintes dans lesquelles il a évolué, il a été en mesure de se développer un système intelligent qui était dans un contexte de ressources limitées, ce qui lui permet d'avoir développé de si belles caractéristiques. Ce qui est au niveau quantique, je ne le sais pas, je sais que le cerveau, si on le considère comme un système complexe, c'est incroyable. Le nombre de possibilités de connexions neuronales qu'on peut avoir dans notre cerveau est incroyable, ce qui nous demanderait des ordinateurs beaucoup plus gros en termes de ce qu'on est capable de faire au niveau informatique en ce moment, ce qui lui confère une capacité de calcul très grande. Au niveau quantique, je ne pourrais pas répondre malheureusement, mais je serais bien intéressé d'en lire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.